Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons refaire le partitionnement du disque et nous allons commencer les commandes de base de Linux. Alors la première des choses, si vous vous rappelez bien la dernière séance, on a vu comment partitionner un disque et on a pris l'exemple d'une clé USB. Alors je vais utiliser comme la dernière séance le logiciel ESUS Partition euh, Master. Voilà. Alors, j'ouvre sur ce logiciel. Je possède déjà une clé USB sur le port USB. Et voilà, je trouve disque 1. Voilà, c'est ça. Alors, je peux le voir ici. Alors, ça, c'est disque 0. Ça, c'est le disque dur. Et ça, c'est la clé USB. Donc, sur la clé USB, on peut cliquer avec le bouton droit et choisir redimensionner et déplacer. Alors, ensuite, je peux réduire un petit peu la taille de ma clé USB et je vais prendre seulement 8, hein, d'accord? Et je clique sur OK. Voilà, ça c'est la première opération qu'on a fait. Alors, la deuxième chose, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que il y a une partition FAT32, mais l'autre partition n'est pas encore allouée. D'accord? Je dois cliquer aussi avec le bouton droit et créer une nouvelle partition. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Cette opération ne peut pas être réalisée. Windows identifie seulement la première partition primaire. S'il n'y a pas de partition primaire, il peut identifier la première partition logique. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà. Donc, finalement, j'aurai quoi? J'aurai une première partition FAT32 et une nouvelle partition NTFS. Bien sûr, vous voyez que vous pouvez choisir le système de fichiers. Et pour notre cas, on va utiliser NTFS afin de sécuriser cette partition par un mot de passe. D'accord? Là, c'est données. Je peux appeler cette partition données, ou bien données personnelles. Voilà. Alors, il y a deux opérations dans la file d'attente. Je peux cliquer sur le bouton pour les exécuter. Voilà. C'est terminé. Je clique sur Finir et j'ouvre mon poste de travail et je vais remarquer que maintenant je possède deux partitions, une partition FAT32 et une partition NTFS. Donc regardez, quand je clique avec le bouton droit, ben, je vois juste ce menu là, hein. Mais par contre, quand je clique là, je vois activer BitLocker. Sur FAT32, je ne vois pas activer BitLocker. Alors, je vais activer BitLocker pour la deuxième partition. Il me demande maintenant d'utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur. Je coche et je tape un mot de passe. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est ça mon mot de passe. Suivant. Ah, il a dit quoi? Le mot de passe fourni ne répond pas à la longueur minimale requise. Voilà. Donc je peux mettre un autre mot de passe. Voilà. Encore beaucoup plus long. Suivant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a demandé maintenant? Il me demande de sauvegarder ma clé de récupération. Alors, soit on la sauvegarde sur un compte Microsoft, soit enregistrée dans un fichier, ou bien imprimer la clé de récupération. Alors, je choisis enregistrer dans un fichier. Et pour moi, je vais mettre ce fichier-là à l'intérieur de mon Drive. Voilà. Pourquoi?
parce que si je formate par la suite, je vais perdre sûrement la clé de récupération. C'est pour cela que je dois laisser la clé dans un endroit beaucoup plus sécurisé. Alors ensuite, là, il faut juste cliquer sur suivant. Qu'est-ce qu'il a demandé? Choisir le mode de chiffrement à utiliser. Oui, je choisis le mode compatible. Suivant et je démarre le chiffrement. Ok. Voilà, il est en train d'exécuter la tâche. Et voilà, donc il a terminé. Fermé. Et regardez ce qu'on va voir maintenant. Quand je clique sur Nouveau nom, ça veut dire le FAT32 sans BitLocker, je peux accéder facilement. Mais quand je clique sur Nouveau nom aussi, je peux accéder facilement. Pardon, je clique sur Données. Oui, je passe facilement. Alors maintenant, quand je débranche ma clé USB et je la rebranche, voilà. Ah, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? On remarque que ma clé est verrouillée. Alors pour le premier lecteur, aucun problème, je peux y accéder. Mais pour le deuxième lecteur, qui est verrouillé par BitLocker, quand je l'ouvre, il me demande de saisir un mot de passe. Quand je saisis n'importe quoi, déverrouillé, ben, on ne peut pas accéder. Mais quand je saisis le mot de passe juste, déverrouillé, et voilà. Donc maintenant on peut accéder au lecteur. D'accord? Voilà. Alors maintenant nous allons aller vers une autre chose. Alors vous vous rappelez la dernière fois, quand on a commencé à utiliser la virtualisation, on a utilisé un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Alors avec VirtualBox, on peut créer des machines virtuelles, c'est-à-dire une machine à l'intérieur de votre machine physique qui partage la mémoire et le processeur et même le disque avec la machine réelle. Donc, si vous vous rappelez, on a déjà montré comment créer une machine virtuelle. Donc, on peut faire appel. Donc, tout simplement, j'utilise Oracle VM VirtualBox. Je clique sur Machine, puis Nouvelle machine. Ensuite, puisqu'on va utiliser la version Ubuntu, je peux écrire ici Ubuntu. Il fallait savoir ici qu'il faut écrire Linux ou bien Ubuntu 60, ici Ubuntu 64. Suivant, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Ce dossier existe déjà. Oui, parce que je possède déjà une machine qui s'appelle Ubuntu. Ben, je vais créer Ubuntu 16. Suivant. Là, on choisit la mémoire RAM, bien la taille de la mémoire RAM à utiliser pour cette nouvelle machine virtuelle. Ben, je choisis 4 gigaoctets. Suivant. Créer. Créer suivant. Suivant. Et par défaut, cette machine virtuelle prend 10 gigas. Et je pense que c'est déjà suffisant pour nous. D'accord. Alors, par la suite, on n'a pas encore choisi le nombre de processeurs, ou bien le nombre de cœurs à utiliser par cette nouvelle machine. Je clique sur Configuration et je passe vers Système, Processeur. Et là, vous remarquez que le nombre de processeurs utilisés par cette machine, c'est seulement un seul processeur. Alors, je peux encore augmenter vers 2 processeurs, sachant que dans ma machine, moi, je possède 4 processeurs. Enfin, 4 cœurs, je dis, 4 cœurs, ou bien 4 CPU. Alors, je clique sur OK. Et voilà, donc je peux maintenant démarrer. Alors, lors de démarrage, il fallait savoir que votre machine n'a pas encore de système d'exploitation. Donc, il faut tout d'abord installer un système d'exploitation. Alors, pour cela, il faut d'abord télécharger Ubuntu. Moi, j'ai choisi Ubuntu 16.
Là, il faut télécharger une version de Ubuntu, hein, et la mettre sur votre bureau, bien document, n'importe quel emplacement. Cliquez sur ce bouton-là afin d'aller choisir le Ubuntu. OK, ouvrir et démarrer l'installation. Donc, vous allez remarquer que on va commencer maintenant l'installation de Ubuntu sur notre machine physique. Voilà, elle est en cours d'installation. Par la suite, il va nous demander de saisir la langue, puis les informations personnelles afin de compléter l'installation. Alors, tout ce qui reste, c'est facile. Et je pense qu'on a déjà fait ça dans la séance précédente. D'accord. Je vais arrêter cette machine. Ce n'est pas la peine de continuer parce qu'on a déjà fait ça. Et moi, je possède déjà une machine virtuelle déjà prête. Alors, je démarre cette machine virtuelle et en même temps, je commence le chapitre suivant. Alors, voilà, le chapitre 2, là, on va parler de Unix et Linux. Alors, la première des choses, j'aimerais bien tout d'abord expliquer c'est quoi Linux. Unix, je parle de Unix, il commence par U. Donc, tout simplement, c'est un système d'exploitation comme Windows, mais il y a certaines différences entre les deux. D'accord? Généralement, comme vous voyez ici, tous les systèmes d'exploitation possèdent ce qu'on appelle le shell, et plus précisément Linux aussi. Unix possède aussi un shell. Alors, en fait, c'est quoi un shell? C'est un programme qui joue l'interface entre l'utilisateur et le noyau du système. Alors, vous savez que la chose la plus difficile à développer dans un système d'exploitation, c'est son noyau. Alors, le noyau Unix a été développé depuis longtemps. Ça fait maintenant presque 50 ans. Le noyau s'appelle aussi le kernel. Et c'est quoi son rôle? C'est elle qui communique directement avec le hardware, avec le matériel. D'accord? C'est elle qui fait presque les tâches les plus importantes dans un système d'exploitation. Pour le shell, quand je parle du shell, c'est tout simplement une interface qui est soit une interface graphique, soit une interface par ligne de commande, qui donne la possibilité à un utilisateur soit de saisir des commandes qui seront envoyées vers le kernel, ou bien de donner une interface graphique pour que l'utilisateur manipule l'interface graphique par des clics, des doubles-clics, d'accord, afin de donner les ordres au noyau. Aussi, l'utilisateur peut communiquer avec une application qui elle-même communique avec le shell et donne les ordres au kernel, bien sûr, qui va activer et piloter le matériel. Alors, quelques points à retenir. Unix a été développé en 1969 par un groupe d'employés de la société AT&T, par les noms cités ici. Il existe différentes variantes d'Unix disponibles sur le marché. Il y a la variante Solaris Unix, AX, HP Unix et BSD. En sont quelques exemples. Donc, Linux est également une version d'Unix disponible gratuitement. Alors là, on peut voir la première différence entre Unix et Linux. Alors, quand je parle de Unix, il est pris déjà par les grandes sociétés, comme des distributions beaucoup plus connues. Et quand je parle de Linux, c'est une version d'Unix qui est disponible gratuitement. D'accord? Alors, plusieurs personnes peuvent... Alors maintenant, on peut citer la première différence entre Unix et Linux. C'est que Linux est une version d'Unix disponible gratuitement. Alors ensuite, plusieurs personnes peuvent utiliser un ordinateur Unix en même temps. Donc on peut dire que Unix s'appelle donc un système multi-utilisateur.
Et un utilisateur peut également exécuter plusieurs programmes en même temps, donc on peut dire que Unix est multitâche. Alors il y a certaines familles d'Unix. Là, on peut citer plusieurs. Et du point de vue utilisateur, les divers Unix se ressemblent beaucoup. Du point de vue de l'administration, les divers Unix ont chacun des spécificités. Les commandes liées au hardware varient parfois et on trouve des extensions propres à chaque constructeur. Alors, je sais que normalement, il y a le noyau Unix, le système Unix original, et chaque société, là je parle de grandes sociétés de l'IT, qui ont pris le système Unix et qui ont fait une sorte d'adaptation à leurs besoins. D'accord? Alors, mais généralement, il existe deux familles. Il y a la famille AT&T, système V, et la famille Berkeley Software Distribution, c'est le BSD. Donc, on a généralement deux familles, et bien, il y a encore des distributions pour chaque famille. Alors, pour Linux, en 1991, Monsieur Linus Torvalds était un étudiant finlandais, a commencé à travailler sur un système Unix appelé Linux. Donc, tout simplement, il a pris le nom Unix et son nom personnel. Il a combiné les deux pour créer un nouveau nom qui s'appelle Linux. Alors, je reviens à dire que Linux est disponible gratuitement sous la licence GPL. Voilà, donc quelques différences entre Unix et Linux. On peut dire que Unix est protégé par un copyright. Seules les grandes entreprises sont autorisées à utiliser le nom Unix, comme IBM, Sun et HP, par exemple. Et donc la plupart des systèmes Unix sont de nature commerciale. Mais par contre, Linux est un clan d'Unix écrit à partir de zéro par Monsieur Linus. Donc finalement, Monsieur Linus Torvald a pris Unix, il a encore recréé à zéro avec l'aide d'une équipe de hackers à travers le net. Linux est juste un noyau entouré par plusieurs applications et systèmes de gestion. Et par contre, les systèmes d'exploitation Unix sont considérés comme des systèmes d'exploitation complets. D'accord? Alors, on peut dire aussi que Linux est gratuit, comme on l'a déjà vu. Vous pouvez télécharger à partir d'Internet ou de le redistribuer sous licence GNU. Et de l'autre côté, la plupart des systèmes Unix ne sont pas libres. Ça veut dire qu'on ne peut pas lire leur code source. Voilà, en résumé, il y a des exemples pour Unix comme HPUX, IBM, AX, Solaris, Sun, Mac OS X, Elix. Et pour les distributions les plus connues pour Linux, on trouve généralement Red Hat, Fedora, Debian, SUSE et celui que nous allons travailler avec qui s'appelle Ubuntu. Alors, il y a dans le système Unix, il y a Linux, on peut parler c'est pas le noyau, ça c'est le hardware, ça veut dire la partie matérielle qui nécessite un pilotage par ce qu'on appelle le kernel. Le kernel, c'est le noyau du système. C'est là où on trouve le programme d'ordonnancement. Ça veut dire, il y a des processus qui utilisent par exemple la RAM et le microprocesseur. On peut avoir des centaines de processus, bien de programmes qui utilisent le matériel, mais qui pilote ces processus? Qui dit que c'est le processus 1 qui va prendre le microprocesseur, ou bien c'est le processus 2 qui va lui prendre? Et aussi, qui va dire que cette zone mémoire est réservée pour le processus 2 et n'est pas pour les autres. Donc il y a un système très complet qui s'appelle le noyau. Aussi pour la gestion des disques durs, comment vous pouvez enregistrer, bien créer un fichier de par exemple 3 gigaoctets dans un disque dur
Et à l'intérieur, bien sûr, vous savez qu'il y a des unités d'allocation pour le disque dur et qui peut gérer le système de fichiers MBR et NTFS, qui peut gérer la sécurité et le mot de passe que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça est fait normalement par le kernel. Alors, en plus, il y a le shell, d'accord? Ou bien les programmes de base qui tournent autour du kernel. On trouve généralement le shell, un programme VI qui permet d'éditer les fichiers. Encore, il y a le bash, et ainsi de suite. On va parler de quelques programmes ici. Et sur tout ça, il y a les programmes d'application comme par exemple le navigateur web, comme l'OpenOffice, le FTP, comme OpenOffice, comme les bases de données, et ainsi de suite. Alors, le concept principal, là, si on parle de l'architecture d'Unix, qui réunit toutes les versions d'Unix, est le suivant. Il y a ce qu'on appelle un kernel, c'est le cœur du système d'exploitation. Il interagit avec le matériel et la plupart des tâches, telles que la gestion de la mémoire, la planification des tâches et la gestion des fichiers. Et on a aussi le shell que l'on va voir tout de suite. On a aussi les commandes et utilitaires que l'on va utiliser, hein, et les fichiers et les répertoires. Alors, je passe rapidement vers ce qu'on appelle l'interface en ligne de commande, bien le CLI. Alors, le shell d'un système d'exploitation peut prendre deux formes. Quand je dis shell, on peut utiliser le shell de deux formes. Soit en utilisant l'interface en ligne de commande, qui est appelée CLI, et cela fonctionne à partir d'instructions en mode texte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas communiquer avec le noyau, ou bien le matériel, à travers le noyau bien sûr, qu'avec les lignes de commande. Ça veut dire que vous tapez les commandes sur le clavier. Cela veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser la souris, il n'y a pas d'interface graphique, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de mes documents. Donc, tout ce que vous avez, tout simplement, c'est une interface noire avec une écriture blanche et vous écrivez les commandes nécessaires. Et pour cela, il faut que vous ayez une forte connaissance des commandes Linux. Et aussi, on a le shell graphique qui fournit une interface graphique pour l'utilisateur. Et ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour la plupart des utilisateurs. Bien sûr, si vous voulez créer un fichier ou bien copier-coller, il suffit de faire bouger le curseur et vous cliquez avec le bouton droit et choisir parmi les options disponibles que vous voyez sur la liste du roulant, il y a le menu du roulant. D'accord, maintenant, bien sûr, vous voyez que utiliser l'interface graphique, c'est beaucoup mieux que la ligne de commande. Mais contrairement, dans ce cours-là, nous allons apprendre à utiliser la ligne de commande. Ben, vous allez me dire pourquoi. Vous revenez au mode classique. Hein? Maintenant, les développeurs ont créé une interface graphique, c'est beaucoup plus convivial et aisé, hein, pour l'utilisation. Mais quand même, vous voulez, monsieur, revenir à l'interface ligne de commande? Non. Et pourquoi? Pourquoi on est obligé de travailler avec la ligne de commande? C'est parce que, regardez, c'est l'outil natif pour piloter un système Linux. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'intermédiaire entre le noyau et le shell en ligne de commande. D'accord? Par contre, si vous utilisez l'interface graphique, il y a toujours un CLI qui ne s'affiche pas à l'intermédiaire. C'est un outil puissant. On peut tout faire à partir des lignes de commande, même avec des manipulations faisables avec l'interface graphique. Donc, on peut tout faire. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire avec l'interface graphique, vous pouvez le faire avec l'interface de commande CLI.
C'est un peu gourmand en ressources, d'accord? C'est peu gourmand en ressources, ça veut dire que l'interface CLI ne demande pas beaucoup de ressources, d'accord? Cela ne demande pas de carte graphique performante ni d'extrême quantité de mémoire. Alors pourquoi? Parce que si on suppose que vous accédez au système Linux en utilisant une machine distante, ça veut dire un accès distant. Euh, vous accédez au système, mais qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir l'interface graphique. Et vous manipulez le système distant à l'aide de l'interface graphique. Et bien sûr, vous savez, l'interface graphique, on a besoin de quoi? On a besoin d'une carte graphique puissante. Et aussi, même si on vous affiche le bureau et les icônes et tout ça, chaque élément de l'interface graphique est situé dans une ou plusieurs places mémoire et qui occupe une zone mémoire. Donc, si on utilise l'interface graphique, on va utiliser énormément d'espace mémoire. Et même lorsque peut-être vous partagez l'écran du système Linux avec moi en tant que client par exemple, cela veut dire que dans l'accès réseau, bien dans l'interface réseau, il y a ce qu'on appelle une bande passante, ou bien une vitesse de connexion, ou bien une fréquence de connexion Internet. Alors là, on peut dire que si vous utilisez l'interface graphique, sûrement vous allez consommer énormément de bandes passantes. D'accord? Alors, les tâches peuvent être automatisées dans des scripts de langage interprété. Et c'est ça le plus intéressant. C'est ça le point le plus intéressant, je dis. Si je vous demande par exemple de faire la tâche suivante avec l'interface graphique. C'est quoi la tâche? C'est de ranger chaque jour à 10 heures du matin, je dis ranger tous les nouveaux fichiers vidéo et les mettre dans le dossier vidéo. Et les fichiers audio dans le dossier audio. Et les fichiers images dans le dossier images. Et les fichiers Word dans le dossier Word. Et les fichiers Excel dans le dossier Excel. Et ainsi de suite. D'accord? Et supprimer tous les fichiers qui ne appartiennent pas à ces catégories. Et aussi, aller voir à l'intérieur de chaque fichier texte s'il contient le mot informatique ou non. S'il contient le mot informatique, vous le gardez. S'il ne contient pas le mot informatique, vous supprimez. Alors, cela vous demande combien de temps? Sachant que chaque jour, on a presque 1000 nouveaux fichiers. Je répète, 1000 nouveaux fichiers. Alors, juste pour lire un fichier de seulement quelques centaines de lignes et chercher le mot informatique, ça prend du temps. Alors finalement, vous allez me répondre, cela n'est pas faisable dans quelques secondes. Cela demande au minimum 45 minutes, 1 heure et demie parfois. Alors, mais la chose la plus intéressante ici dans l'interface CLI, qu'on peut programmer ce comportement. C'est-à-dire programmer ce comportement et créer une tâche automatisée qui permet de faire tout cela chaque jour à 10 heures du matin. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête, de faire vous-même ça. Donc, c'est le système qui va tout faire. Et ça, c'est le point le plus important, j'ai dit, dans l'interface de ligne de commande. Ensuite, communiquer des manipulations système à distance serait plus facile et sera interprété d'une façon unique. Oui, alors à distance, c'est mieux d'utiliser l'interface de ligne de commande CLI. Et encore, il y a plus. Alors voilà, donc pour communiquer avec le noyau, il existe plusieurs shells. D'accord? Là, on parle généralement de 4 shells
le Bourne Shell, le C Shell, le Corn Shell et le Bourne Again Shell. Alors pour le Shell, disponible sur toute plateforme Unix. Et pour le C Shell, c'est développé pour la version BSD. Le Corn Shell, d'accord, c'est un Bourne Shell amélioré par la société AT&T. Et le Bourne Again Shell, c'est aussi une version améliorée. Donc nous allons utiliser le Bourne Again Shell. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le Z Shell, le C Shell, et ainsi de suite. Mais finalement, n'essayez pas de se casser la tête avec ces langages, avec ces shells. On va utiliser seulement le bash. Alors, deux méthodes d'accès au shell sont disponibles en fonction des ressources matérielles disponibles, du système d'exploitation ou du paramétrage utilisé. Soit avec le mode console, soit avec le mode terminal. Et là, je vais citer deux versions du système d'exploitation Linux. Et plus précisément, ici on parle de Ubuntu. Alors, sur Ubuntu, il y a, j'ai dit, deux versions. Alors, regardez. Alors, je sais bien que certains parmi vous n'ont pas suffisamment de mémoire RAM pour utiliser la virtualisation et pour créer une machine virtuelle. Si vous avez seulement 4 gigaoctets et vous avez Windows 10, bien sûr, vous allez souffrir. Donc, vous n'allez pas travailler à l'aise avec la nouvelle machine virtuelle. Donc, la solution, c'est quoi? Soit vous utilisez ce qu'on appelle le dual boot, ce que l'on va faire au TP, ou bien vous utilisez la version serveur du système Unix. Pourquoi la version serveur? C'est parce que c'est beaucoup plus légère et ne possède pas d'interface graphique. Là, il n'y a pas d'interface graphique. Et aussi bien pour les gens, peut-être qui n'ont pas pu installer le système Unix, ils peuvent utiliser une des applications que se trouve sur Play Store, sur leur smartphone. Ils peuvent manipuler, faire les TP sur leur smartphone. Il suffit juste d'écrire terminal Linux. Et bien sûr, sur Play Store, on trouvera plusieurs applications qui font ça. Mais aussi, on peut même avoir sur Internet, on peut même avoir sur Google qu'il y a des terminals en ligne Linux. Là, vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de terminals. D'accord? Je prends par exemple un de ces terminaux. Voilà. Entrée. Oui, je pense qu'il faut cliquer sur entrée. Là, on demande de s'identifier au quoi? Ah, il faut mettre un nom. Ah, peut-être je dois réduire la taille. Ah oui. Voilà, comme ça. Entrée. Username must have more than 4. Donc, il me demande de saisir. Voilà, mon nom et prénom. Entrée. Et voilà, vous pouvez voir ici que vous pouvez commencer la manipulation de Unix. Voilà. Il démarre, maintenant le système démarre. Voilà, c'est bon. Donc là, vous pouvez commencer votre manipulation simple et facile. Je vais agrandir un petit peu pour mieux voir les choses. Voilà. Donc je peux mettre ls, normalement les commandes. Je peux taper les commandes. 1, mk dir dossier, ls. Voilà, je trouve dossier. Touch fichier. Et ne vous inquiétez pas, on va voir ça en détail par la suite. ls. Voilà, dossier fichier.
D'accord? Donc, vous pouvez travailler directement avec le site web. D'accord, je reviens. Alors, aussi, pour utiliser Ubuntu, regardez dans Load et Ubuntu et regardez ce que l'on va voir sur la page de téléchargement de Ubuntu. Alors ici, on trouve qu'il y a une version desktop, une version server. Il y a déjà une virtual machine instantanée, donc c'est pas, il faut juste télécharger la virtual machine et c'est pas la peine d'installer Linux. Aussi exécuter Ubuntu sur Windows, hein, c'est encore beaucoup plus facile. Pour ça, je pense que c'est nouveau. Voilà. Et j'ai dit qu'on peut aller télécharger, je trouve pas le lien, télécharger la version Ubuntu. Ça, c'est la version 20. Ah, sinon, je peux écrire Ubuntu Server. Voilà. Alors, on peut écrire télécharger Ubuntu Server pour télécharger la version server. Voilà, c'est ça. Là, donc, par la suite, vous pouvez vous amuser à tester toutes les possibilités afin de faire vos TP chez vous à la maison, même si vous n'avez qu'un smartphone. D'accord, maintenant je vais commencer à manipuler le shell. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si j'ai démarré ou non. Voilà, c'est ça la machine virtuelle. Je viens de démarrer. Et maintenant, je vais commencer. Alors, la première des choses, pour ouvrir le terminal Shell, il suffit de taper Alt CTRL T. D'accord? Et ensuite, on peut taper les commandes. Alors, normalement, les commandes, chaque commande possède un nom. D'accord? Si vous compreniez le nom en anglais et sa signification, c'est beaucoup plus facile de les apprendre par cœur par la suite. Et normalement, chaque commande possède des options et des paramètres. D'accord? Les options, ce sont des, comment dirais-je, ce sont des options ajoutées à la commande pour qu'on change le comportement de la commande ou bien le résultat de la commande. Et pour les paramètres, ce sont des informations nécessaires, bien sûr, qui sont en fonction de la commande. Alors, bien sûr, là, c'est pas la peine d'écrire les crochets. Hein, les crochets signifient que c'est optionnel, tout simplement. Alors, pour les options, ils doivent toujours être précédés par tiret. Comme par exemple, on peut écrire commande -A. Commande -A, espace -B, espace -C. Et si vous avez plusieurs commandes, on peut tout simplement mettre commande -A, B, C. Ça, là, on parle des options seulement. D'accord? Ok. Je pense que maintenant, on a pu démarrer le système Ubuntu. J'espère que cela soit beaucoup plus clair. Et je répète, alors je peux supprimer tous ces dossiers. Hein. Maintenant, je n'ai aucun dossier, aucun fichier sur mon système. Alors, j'ai dit pour ouvrir le terminal, soit je tape CTRL-ALT-T, hein, ou bien je passe vers là et j'écris terminal. Ah, c'est pas la peine de compléter l'écriture, elle est déjà là. Voilà. D'accord, on ouvre le terminal et voilà, c'est ça. Ben, j'espère que tout est bien maintenant.
OK. Peut-être parfois, lorsque vous installez le système, vous remarquez que l'écran est beaucoup plus petit. On peut aller vers écran et on peut mettre mode mise à l'échelle. Je vais juste essayer ça. Et voilà, ça marche. D'accord? Maintenant, j'ai un écran bien élargi. OK. Je mets ma vidéo là. On commence. La première chose qui s'affiche ici, c'est quoi? C'est user. C'est quoi user? C'est tout simplement le nom de l'utilisateur avec lequel je suis maintenant connecté. D'accord? Et ça, c'est fait lors de l'installation. Lors de l'installation de Unix, je choisis le nom de l'utilisateur. Si vous prenez le nom Mohamed ici, Mohamed lors de l'installation, là, vous voyez Mohamed. Alors, on peut dire que ça, normalement, c'est un utilisateur, administrateur de son compte. Mais il n'est pas un super administrateur. Donc, comment je peux savoir que ceci est un utilisateur simple? Ce n'est pas un invité, parce qu'il y a l'invité, d'accord, qui doit toujours demander le droit. Et il y a aussi l'user, qui n'est pas obligé de demander la quasi-totalité des droits d'accès. Et il y a aussi l'utilisateur principal, ou bien le root. On peut l'appeler root, qui est le super utilisateur. Alors, j'ai dit comment je peux savoir que ça, ce n'est pas un super utilisateur, mais c'est juste un utilisateur normal. C'est par ce dollar. D'accord? Avec le dollar. Lorsque vous voyez dollar, cela signifie que cet utilisateur n'est pas un super administrateur. Maintenant, est-ce que je peux accéder en tant que super utilisateur? Oui, on peut accéder en tant que super utilisateur par quoi? Par la commande sudo -i. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est la commande et ça, c'est l'option. Par la suite, on va voir en détail la signification de chaque option. Alors, je tape Entrée et qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande le mot de passe de user. Alors, je mets 1, 2, 3, 4. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? J'ai plus maintenant user, mais j'ai root. Donc, le root, c'est qui? C'est le super administrateur. Comment j'ai pu savoir que c'est le super administrateur? C'est avec le dièse. Alors, si vous avez ici un dièse, ça veut dire que vous êtes connecté en tant que super administrateur. C'est-à-dire, vous pouvez tout faire dans votre système. Mais attention, ça c'est déconseillé. D'accord? Même dans les smartphones, lorsque vous achetez un smartphone, il fallait savoir que normalement, le Android est basé sur le noyau Unix. D'accord? Et quand je parle de noyau Unix, alors sous votre smartphone, il y a un utilisateur super administrateur qui s'appelle le root et qui peut tout faire. Mais je dis, par des raisons de sécurité, la plupart des constructeurs, bien je dis la totalité des constructeurs des smartphones, ne vous donnent pas l'accès au root, bien au super administrateur, parce que ça pourra produire des problèmes par la suite. Donc, on vous donne seulement un utilisateur administrateur qui peut gérer son compte sans toucher les fichiers système. D'accord? Et parfois, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà routé son smartphone afin d'installer une telle ou telle application. Il y a des applications qui ne s'installent que si le smartphone est bien routé. Et routé, ça veut dire que l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté sous Android est un utilisateur super administrateur. OK? Donc, je répète, le root, c'est le super administrateur et on le connaît par le signe dièse. Donc, pour revenir à notre utilisateur, simple, on met exit.
Voilà. Déconnexion de super administration et je reviens à user. Si je mets encore exit, je vais fermer toute la page. Maintenant, dollar, ce n'est pas un super administrateur. Et maintenant, c'est quoi machine? C'est tout simplement le nom de l'ordinateur. D'accord? C'est le nom de ma machine personnelle. Aussi, le signe, ce signe-là s'appelle tilde. D'accord? Il s'appelle tilde. Alors, que signifie le tilde? Le tilde signifie que l'emplacement actuel, maintenant, de cet utilisateur, ou bien de moi-même, je suis dans le dossier personnel de user. Je répète, le tilde signifie que je suis maintenant dans le dossier personnel de user. Et là, je parle de dossier personnel. D'accord? C'est quoi le dossier personnel et où il se trouve? Pour savoir le dossier que j'utilise maintenant, il suffit de taper la commande pwd print working directory. Tapez et regardez qu'est-ce qu'il m'a renvoyé. Il m'a renvoyé /home/user. Alors je vais vous expliquer c'est quoi ça. Alors print writing directory, print working directory, c'est une commande qui affiche le dossier courant où je suis en train de manipuler maintenant. Et ça, c'est le tilde. Donc, le tilde, c'est tout simplement /home/ le nom de votre utilisateur. Pour moi, c'est user. Pour vous, je ne sais pas. Alors, pour mieux voir ça, vous pouvez cliquer sur Fichier et voir que vous êtes par défaut dans le dossier personnel. Et dans le dossier personnel, vous voyez le bureau, documents, images, public, musique, modèle, et ainsi de suite. Alors, si vous passez en cliquant sur ordinateur, vous êtes où maintenant? Vous êtes dans la racine. D'accord? Vous êtes dans la racine. C'est quoi la racine? C'est comme sous Windows. Vous avez le C, ici. Ici, on a le lecteur C. Poste de travail et on a C. C, c'est quoi? C'est la racine. Et dans la racine, on trouve quoi? Program Files, Utilisateur, Windows, et ainsi de suite. Parmi les dossiers, voilà, c'est ça mon dossier personnellement. Hein. Donc, utilisateur, et là, je vois Adil. Et je trouve ici le bureau, documents, images, et ainsi de suite. C'est presque la même architecture. Donc, le chemin, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez en haut? C de point, anti/user, anti/adil. D'accord? Ça, c'est le chemin pour accéder, le chemin du dossier personnel. Mais sous Unix, le chemin du dossier personnel, c'est ça. /home/user. C'est un peu différent de Windows. Alors, je reviens vers le dossier C. Ah, pardon, ici, c'est le dossier root, ou bien le dossier, comment dirais-je, le dossier principal, ou bien source. La racine, je dis, la racine. C'est le dossier racine. Alors, dans le dossier racine, je vais ensuite parler de quelques dossiers parmi ces dossiers-là. Mais maintenant, essayez de voir le dossier le plus important pour cette séance, c'est le dossier Home. Cliquez sur le dossier Home et vous voyez User. Cliquez sur User et vous voyez Bureau, Documents et ainsi de suite. Donc, vous avez remarqué que le chemin pour accéder à mon dossier personnel, il faut tout d'abord être ici, ça veut dire dans le dossier racine qui s'appelle /, donc /home/user, /home/user, et vous êtes maintenant
sur le dossier personnel. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose si vous voyez le terminal. /home/user. Donc c'est ça, la même chose. Maintenant, voilà, vous avez remarqué le rôle de la fonction pwd. Maintenant, nous allons voir la commande ls. Alors, ls, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de lister le contenu d'un dossier. Faites attention, le contenu d'un dossier. Je ne dis pas le contenu d'un fichier, le contenu d'un dossier. Alors ça, c'est le dossier personnel qui est /home/user. D'accord? Alors, on tape entrée et on peut voir quoi? Bureau, document, image, modèle, musique, et ainsi de suite. C'est bon? Alors, ça, c'est le mode d'affichage simple. On affiche seulement les noms. OK? Maintenant, on peut tester quelques options, comme par exemple ls-l. Alors, ls-l signifie quoi? Qu'on va afficher plus de détails. Ça veut dire que le dossier bureau, le voilà. Ça, c'est sa taille. Ça, c'est l'utilisateur de ce dossier. Ça, c'est le groupe de cet utilisateur. On va voir ça en détail par la suite. Ça, c'est la date de création. C'était en novembre. D'accord? Ça, peut-être, c'est la date d'accès. C'est aujourd'hui, à 2h18 minutes. Maintenant, c'est 2h30. Et voilà, on trouve document et ainsi de suite. Là, généralement, on trouve plus d'informations. Encore, on peut utiliser une autre option pour afficher les fichiers cachés. On peut mettre ls-a. Ah, qu'est-ce que vous voyez encore? Il y a encore plus de fichiers cachés. Ah, avec ls simple, on voit que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais si vous utilisez l'option -1, vous voyez encore d'autres fichiers cachés qui n'existent pas. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les fichiers cachés portent toujours un point avant le nom. D'accord? Là, toujours point. Tous les noms qui commencent par point, ce sont des fichiers cachés. Donc, finalement, il suffit d'ajouter un point avant le nom de fichier et il deviendra un fichier caché. Alors, si vous voyez que la fenêtre est beaucoup plus chargée et vous voulez peut-être commencer une nouvelle page, tout simplement, vous tapez la commande clear. Voilà, c'est la commande clear. Hein, pour effacer l'écran. D'accord. Je suis où maintenant? Je suis pwd. Je suis dans Home User. Regardez ce que je vais faire. Alors, à l'intérieur de, si vous mettez ls, à l'intérieur, vous allez un bureau. Alors, pour accéder au bureau, tout simplement, je mets cd. La commande cd qui signifie change directory. Je répète, change directory. Et je mets bureau, comme ça. Alors, faites attention, le nom bureau écrit là doit être similaire à celui-ci. B majuscule, B majuscule. Il faut respecter la casse. En plus, si par exemple vous avez Unix en anglais, vous allez trouver ici desktop. Donc là, il faut écrire desktop en anglais. D'accord? Bon, généralement, il faut mettre ls d'abord avant pour voir comment ça s'écrit, comment on écrit les choses. Alors, cd bureau, cela veut dire quoi? Ça veut dire que cette commande permet de se déplacer vers un nouveau dossier. Alors, cd bureau, voilà. Et je suis où maintenant? Je suis dans le dossier personnel et plus précisément dans le bureau. Si vous mettez pwd, vous êtes où?
Voilà, vous êtes dans Home User Bureau. Donc, on a accédé maintenant au bureau. Alors, ensuite, euh, je vais mettre encore une autre chose. Alors, je suis au bureau. Ça veut dire, je suis ici. Ben, je vais fermer tout d'abord l'interface pour afficher une partie du bureau, comme ça. Parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer un dossier. D'accord? Comment créer un dossier. Alors la commande pour créer un dossier, c'est ça, c'est mkdir. Mkdir, ça veut dire make directory. Et je vais écrire mon dossier. Alors maintenant, mkdir, c'est une commande. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le paramètre. Ce n'est pas une option. Donc, parce que les options commencent toujours par le signe moins. Ça, c'est un paramètre. Alors, mon dossier, c'est le nom de dossier que l'on va créer maintenant. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, où on va créer ce dossier? C'est à l'intérieur de ce chemin. D'accord? Entrée. Et voilà, vous avez remarqué que mon dossier a été bien créé. Maintenant, avec mkdir, on peut créer encore un autre dossier. mkdir, je peux dire mon dossier slash cours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais à l'intérieur de mon dossier créer un autre dossier cours. Entrée, voilà. Si vous ouvrez ça, vous allez voir le dossier cours. Maintenant, je vais faire la même chose, mkdir dossier exercice directement. Ça va permettre de faire quoi? Normalement jusqu'à maintenant, ça permet de créer un dossier exercice à l'intérieur du dossier qui s'appelle dossier. D'accord? Entrée à... Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il y a une erreur. Il a dit que impossible de créer le répertoire dossier. Un fichier, la suite de messages, c'est quoi? Exercice. Aucun fichier au dossier de ce type. Alors pourquoi? Parce que dossier n'existe pas déjà sur le bureau. D'accord? Vous voulez créer un dossier à l'intérieur de quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pas comme le premier cas. On avait déjà le dossier, mon dossier sur le bureau. D'accord? Alors, il y a une solution pour ça et on va voir ça par la suite. Rappelez-vous de ce problème. Alors, je vais mettre tout simplement maintenant un aperçu sur l'ensemble des commandes les plus utiles et après on va détailler chaque commande à part. D'accord. Clear? Alors, on sait déjà que je suis à l'intérieur du bureau, mais je vais maintenant créer à l'intérieur du dossier, mon dossier, un autre dossier exercice. Voilà. Cours et exercice. Là. Lorsque vous voyez cours et exercice. Maintenant, regardez. Alors, à chaque fois, je suis obligé de cliquer ici pour voir si les dossiers ont été bien créés ou non. Maintenant, on va voir une autre manière pour voir ça sans utiliser l'interface graphique. Parce que, comme j'ai dit, la version serveur ne possède pas d'interface graphique. Il faut tout faire avec la ligne de commande. Alors, mkdir, je répète, on a déjà créé deux sous-dossiers, exercice et cours, à l'intérieur du dossier mon dossier. Maintenant, comment je peux vérifier que ces dossiers ont été bien créés? On peut dire ls. Mais regardez, ls, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il affiche seulement mon dossier, ça veut dire il affiche toujours le contenu de ce chemin. D'accord? Le contenu de ce chemin.
Et maintenant, je peux écrire ls avec, pas une option, mais un paramètre. Mon paramètre, c'est mon dossier. Entrée, voilà. Là, vous pouvez voir cours et exercice. Alors, ls accepte aussi d'avoir un paramètre qui est bien sûr un chemin. Donc, ls n'affiche pas seulement le contenu de ce que vous voyez ici, mais également le contenu de cette première partie de chemin et cette suite. Alors, on peut dire que la suite de ce chemin, on peut l'écrire ici. D'accord? Finalement, c'est comme si on a dit afficher le contenu de tilde bureau / mon dossier. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien commencer un petit peu à jouer avec les dossiers et les fichiers. Mais avant, on continue avec les dossiers tout d'abord. Alors, j'ai le dossier cours et je voulais bien créer un autre dossier à l'intérieur de cours qui s'appelle système d'exploitation, bien SE. D'accord? Ben, je vais le nommer maintenant système d'exploitation pour voir, on pourra avoir une erreur par la suite. Maintenant, je fais quoi? Je fais CD pour, mkdir pour créer un dossier. Alors, je vais créer un dossier. Je dis un dossier à l'intérieur de cours. D'accord? Alors, je fais quoi? Je suis où tout d'abord? Sur le bureau. Si j'utilise mkdir, le dossier à écrire ici va être créé sur le bureau. D'accord? Mais moi, je voulais le créer à l'intérieur de cours. Donc, je dois écrire mon dossier, ça veut dire créer un dossier à l'intérieur de mon dossier, et plus précisément dans le dossier cours. Et ce dossier porte le nom, quoi? Système d'exploitation. Alors, faites attention. Faites attention ici. On a combien de paramètres pour mkdir? Vous allez me dire qu'on a tout simplement un chemin. Mais toujours, faites attention. Quand vous avez un espace, il faut faire attention. Parce que le système, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que vous allez créer deux dossiers. Un premier dossier qui s'appelle système et un dossier sur le bureau qui s'appelle d'exploitation. D'accord? Alors, regardez, on aura un problème. Alors, je tape entrée pour mieux voir le problème. Ah, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Quand il a trouvé l'apostrophe, il a considéré qu'on a commencé un nouveau nom. Donc, il ne se termine pas avant de taper le code, bien l'apostrophe de terminaison. Alors, quand je tape entrée, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va créer le dossier système et un autre dossier, et vous allez le voir où. Voilà, c'est ça, d'exploitation. Vous voyez? Bon, il a créé le dossier d'exploitation. Et dans mon dossier cours, il va créer le dossier système. Ça y est, je refais le travail dès le départ et j'efface les dossiers qu'on a créés tout à l'heure. Maintenant, je vais corriger l'erreur. À la place d'écrire comme ça, donc je vais écrire les choses à l'intérieur de double quote. Voilà. Alors comme ça, je vais écrire
mkdir, mon dossier, cours, système d'exploitation, tout cela est, se trouve à l'intérieur de double quote. Entrée, et voilà. Donc on peut vérifier avec ls mon dossier slash cours. Et voilà, je trouve le dossier système d'exploitation. D'accord? Alors, je peux copier. Alors, regardez s'il vous plaît, il y a une différence entre copier-coller sous Unix. Je parle du terminal. Alors, si vous utilisez le terminal et vous voulez copier-coller, vous mettez CTRL-SHIFT-C. Ce n'est pas seulement CTRL-C, mais CTRL-SHIFT-C. Bon, j'ai copié parce que c'est un long nom, donc je vais l'utiliser par la suite. Alors, je dis, j'ai créé le dossier système d'exploitation et en même temps, je suis où? PWD, je suis toujours sur le bureau. Supposons maintenant que je voulais bien accéder au dossier système d'exploitation. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement cd, quoi? Regardez, je vais exprès faire une erreur, slash mon dossier, slash cours, slash système d'exploitation. Bah, est-ce que c'est juste? Bon, je dis non. C'est pas juste. Pourquoi? Voilà. D'accord? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque les doubles quotes. D'accord? Voilà. Alors, je répète. Alors, regardez, pour sortir, je peux taper CTRL-C. CTRL-C, si vous êtes bloqué, d'accord? Si vous voyez que vous êtes bloqué, vous pouvez taper CTRL-C. D'accord? Alors, clear pour effacer l'écran encore une fois. Alors, là, je dois mettre les double quotes. Ce n'est pas ça la seule erreur, il y a encore une autre erreur. Regardez le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Aucun fichier ou dossier de ce type. Oui, c'est vrai, aucun fichier ou dossier de ce type. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit CD, j'ai commencé par quoi? Vous avez remarqué le slash? J'ai commencé à partir de la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est ordinateur. Ça veut dire c'est ça. Alors, à l'intérieur de la racine, on ne trouve pas, voilà, vous pouvez voir le slash ici. À l'intérieur de la racine, on ne trouve pas de dossier qui s'appelle mon dossier. Donc, c'est faux de mettre le slash. Ici, je dois enlever le slash. OK. Entrée. Et voilà. Je suis où? Je suis dans système d'exploitation. Regardez. Je voulais bien revenir vers cours. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le dossier parent de ça. Et ça, c'est le parent de ça. Et ça, c'est le parent de ça. C'est comme s'il y a un arbre. Et vous êtes dans le fils et vous voulez revenir en arrière vers le parent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement écrire cd cd deux points. Entrée. Je pense que je dois changer le nom du système d'exploitation. Regardez, je vais supprimer le dossier système d'exploitation et je vais encore revenir. C'est un long système et je vais créer avec mkdir un dossier qui s'appelle SE, tout simplement, système d'exploitation.
Voilà, ls, voilà, je trouve le dossier système d'exploitation. Alors, regardez. Maintenant, je suis où? Je suis dans cours. À l'intérieur de cours, j'ai déjà SE. Et je veux bien entrer à l'intérieur de SE. Je fais quoi? Tout simplement, change directory, SE. Entrer et je suis à l'intérieur de SE. Maintenant, si vous voulez encore revenir en arrière vers le parent, vous mettez cd, deux points. cd, SE. Et si vous voulez revenir en arrière vers le grand-père, vers mon dossier, combien de sautes vous allez faire en arrière? 1, 2. Alors, 2 sautes en arrière. Je dis en arrière, c'est pour cela on met cd, deux points, slash, deux points. C'est bon? Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Voilà, je dis, je suis où maintenant? Je suis dans mon dossier. Et je voulais bien aller directement vers SE. Donc, je mets cd, cours, slash, SE. Entrée, et voilà. Si vous voulez revenir encore vers le bureau, il suffit de mettre cd, deux points, slash, deux points, slash, combien de sortes? 1, 2, 3 pour arriver au bureau. Et deux points, pardon, deux points. Entrée, et voilà, vous êtes sur le bureau. Là, encore, je reviens vers SE. Il suffit juste de copier ça et mettre cd, mon dossier cours SE. Et vous êtes dans SE. Alors, c'est bon. Encore. Et si vous revenez, si vous voulez, par exemple, revenir vers le dossier exercice. Ben, où est le dossier exercice? Elle est là. Regardez sur le bureau, mon dossier. Vous avez deux dossiers, cours et exercice. D'accord? Alors, moi, je suis où? Je suis à l'intérieur de SE. Et je voulais bien revenir et accéder au dossier exercice. Alors, comment je peux faire ça? C'est très simple. Je dois revenir par deux points, exercice. D'accord? Deux points, exercice. Voilà. Parce que normalement, exercice se trouve où? À l'intérieur de mon dossier. Donc, je dois tout d'abord aller vers mon dossier avant d'accéder à exercice. Alors, je fais comment? cd, deux points, slash, deux points, slash. Alors, deux points pour arriver à cours. La deuxième deux points pour arriver à mon dossier. Et voilà, je suis à l'intérieur de mon dossier. Je peux voir le dossier exercice qui se trouve là-dedans. Et j'écris tout simplement exercice. Et voilà, je suis dans exercice. Maintenant, si vous voulez revenir à SE, à système d'exploitation, comment faire? Tout simplement, il faut aller vers, écrire cd, deux points, pour faire quoi? Pour quitter exercice et revenir à mon dossier. Voilà, slash, je suis à l'intérieur de mon dossier, donc je peux voir cours et SE. Donc tout simplement, je peux mettre cours, slash, SE, et voilà, vous êtes à l'intérieur de ce dossier. D'accord? Alors, parfait. Alors, on va passer maintenant, donc je reviens pour faire une autre chose, toujours avec CD. Alors, si je veux revenir au dossier personnel, je fais comment? Au dossier tilde, je fais comment? Normalement, vous devez dire que je mets deux points, slash, deux points, slash, deux points, slash, deux points, c'est ça? Deux points, deux points, deux points, deux points, quatre fois, c'est ça. Mais non, c'est pas la peine de faire tout ça. Il suffit de mettre cd tilde. Donc, bien sûr, vous cherchez sur le clavier le caractère tilde où il se trouve et vous tapez tout simplement cd tilde et vous revenez directement vers tilde.
encore, si vous voulez revenir à la racine de Linux. PWD pour savoir je suis où, je suis à l'intérieur de user home. Alors vous pouvez, pour revenir à slash, à la racine, vous pouvez écrire cd, slash, et voilà, slash pour revenir à la racine. Mais non, il suffit tout simplement mettre cd slash, et cela permet à revenir ici. Avec ls, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a le dossier home qui contient lui-même le dossier user. Bien sûr, ça dépend du nom de votre utilisateur. D'accord. Maintenant, si je veux revenir au dossier, mon dossier, ben, je dois aller vers cd, mon dossier. Mais non, attention, mon dossier n'existe pas à l'intérieur de slash. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument aller faire cd home slash user slash bureau slash, et à l'intérieur de bureau, vous voyez mon dossier. OK? Parfait. Alors maintenant, on a manipulé un petit peu la commande cd, et je peux citer que en fait il y a deux types de chemins. Il y a les chemins relatifs et il y a le chemin absolu. Alors toujours, si vous écrivez un chemin, il faut décider si vous voulez un chemin relatif ou bien un chemin absolu. Par exemple, supposons que je suis sur le bureau. Alors, et moi, je voulais bien accéder au dossier exercice. D'accord? Au dossier exercice. Comment je peux faire ça? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'écrire cd slash home slash user slash bureau slash mon dossier et slash et exercice. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un chemin absolu. Pourquoi absolu? Parce qu'il commence à partir de la racine. À partir de la racine. Mais vous avez remarqué que c'est dur un petit peu d'écrire toujours les chemins absolus. Ben, normalement, vous êtes où? Vous êtes déjà ici. D'accord? Donc, à la place de... Donc, le tilde, c'est quoi tout d'abord? Le tilde. Le tilde, c'est le chemin, le dossier personnel. Donc, ça veut dire le tilde, c'est ça. C'est slash home, slash user. C'est ça. Donc, finalement, vous pouvez remplacer tout cela par tilde. Pardon, par tilde. Home user, on peut le remplacer par tilde. Mais encore, il y a un problème. Vous êtes déjà dans tilde bureau. Pourquoi vous écrivez tilde bureau encore une fois? Il suffit d'aller écrire comme ça. Mais attention, ne commencez pas par slash, parce que si vous commencez par slash, cela veut dire que vous voulez écrire un chemin absolu. Ça veut dire à partir de la racine du disque. Donc, maintenant, on doit supprimer mon dossier. D'accord? C'est bon. Alors, je suis toujours dans mon bureau. Ben, je peux accéder directement à mon dossier. D'accord? Bien. C'est bon. Alors, je vais vous montrer, on va commencer maintenant une partie du cours pour bien voir tout ça. Dans le chapitre 3. Voilà, on a déjà parlé de Linux. Là, il faut citer qu'il y a trois types de fichiers. Il y a les fichiers ordinaires, il y a les fichiers répertoires, il y a les liens symboliques et les fichiers spéciaux. Alors, pour les fichiers ordinaires, ce sont déjà les données, les fichiers
qu'on dispose toujours. On a les fichiers répertoires, ce sont les dossiers qu'on vient de créer tout à l'heure. On a les liens symboliques, c'est comme des raccourcis. Et on a les fichiers spéciaux qui permettent l'accès à un périphérique. Donc, généralement, on a 4 types de fichiers. Donc, chaque fichier est caractérisé par un nom, par une taille, par des droits d'accès, par son propriétaire, la date de création, la date de modification et la structure arborescente de fichiers. Alors, l'arborescence, comme on vient de dire, slash, c'est la racine. Les nœuds sont des répertoires et les fichiers sont des feuilles, comme vous voyez ici. Alors, supposons que vous êtes ici dans Notes et vous voulez revenir vers bin. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut écrire cd, slash usr slash bin. D'accord? À partir de Notes, vous devez écrire cd, slash usr slash bin. D'accord? C'est bon, parfait. Là, je vais parler de l'arborescence Unix et quelques dossiers qui existent dans la racine. Alors, à l'intérieur de la racine, on trouve le dossier le plus intéressant pour nous cette année, c'est le dossier Home. Alors, dans le dossier Home, je trouve les utilisateurs. Et dans chaque utilisateur, je trouve son bureau, ses documents et ses téléchargements, ses images et tout ce qui lui concerne. Aussi, il y a le dossier TMP qui ne contient que les fichiers temporaires, ça veut dire les fichiers dont on n'aura pas besoin par la suite. Ils peuvent être supprimés par la suite. Il y a aussi le dossier lib qui contient des bibliothèques système. Alors, les bibliothèques système, tout simplement, ce sont des regroupements de programmes, ça veut dire un ensemble de programmes regroupés dans une bibliothèque et qui sont utiles pour faire certaines tâches pour le système d'exploitation. Il y a aussi le dossier MNT, c'est là où on voit l'accès au périphérique. Essayons de voir ça maintenant. D'accord? Le dossier MNT, où est-il? Voilà, c'est ça. Bah, jusqu'à maintenant, c'est les vides. Bah, il n'y a rien parce que j'ai pas encore mis le matériel dedans. Ok. Ensuite, vous voyez le dossier dev plutôt, qui contient la liste des périphériques. Voilà. Le dossier dev. Ça, c'est la liste des périphériques. Le CD-ROM et encore plus de périphériques. On peut voir aussi le processeur. Il y a un mini-code dedans. Donc, impossible d'afficher microcode. D'accord? Donc, parce que c'est interdit. Je suis pas le super administrateur. Je suis seulement user. Donc, j'ai pas le droit d'accéder au mini-code. Et aussi, je vois le dossier bin qui contient les commandes système. Voilà, vous pouvez le voir ici. Les commandes système, où est le dossier bin? Bin. Le dossier bin. Ah, je suis à l'intérieur de CPU, donc je dois revenir vers la racine. Il y a le dossier bin. C'est ça. Alors regardez, vous allez trouver quelques commandes
par exemple, la commande mkdir qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça la commande mkdir. Et aussi la commande ls qu'on vient d'utiliser. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de commandes. pwd même, hein, pwd qu'on vient d'utiliser tout à l'heure. C'est bon. Alors, je reviens encore vers le cours. Alors, les utilitaires, ça veut dire s'il y a des logiciels installés, ils sont installés ici sur le dossier user. Alors, généralement, ça c'est l'architecture de système d'exploitation Linux. Donc, selon le schéma de désignation possible du chemin vers un fichier. Alors, pour accéder à ce fichier, pour aller vers ce fichier, il y a deux possibilités. Soit un chemin absolu, soit un chemin relatif. Alors, pour le chemin absolu, pour arriver à court, on doit écrire /home /smi /document. Regardez, /home /smi /document /court. Ça, c'est tout le chemin absolu. Maintenant, si vous êtes déjà à l'intérieur de SMI, ce n'est pas la peine de revenir en arrière. Vous pouvez continuer, mais n'écrivez pas /. Directement, vous écrivez document /court. Je parle de la première / qu'il ne faut pas écrire. Les / intermédiaires, c'est obligatoire. Voilà, donc on a déjà parlé de chemin absolu, chemin relatif, c'est bon. Et voilà, donc on va terminer. On va terminer maintenant. Le tilde, c'est quoi? C'est le chemin, bien, le chemin personnel. C'est lui qui porte le nom d'utilisateur. C'est ça le dossier personnel. Voilà, le répertoire personnel. Voilà, on a déjà fait ça. Voilà, on a vu pwd. Et on a vu ls. Et il y a quelques paramètres pour ls. Regardez. Alors, pour afficher les choses au format long, des informations relatives aux objets, on utilise l'option "-l". Bon, il nous reste encore deux minutes. Si vous utilisez l'option "-g", on affiche des groupes propriétaires des objets. Si on utilise l'option "r", on affiche la liste récursive. D'accord? Comme par exemple, je peux revenir vers là. Enfin, j'étais où? J'étais sur le terminal. Alors, CD deux points pour revenir en arrière vers le bureau. Alors, avec ls, pardon, je m'éclure. Avec simple ls, regardez ce que je vois. Avec ls-r, qu'est-ce que vous remarquez? On a un affichage récursif. Ça veut dire, j'affiche mon dossier et on peut dire que mon dossier contient cours et exercice. Et cours contient SE. Et voilà, donc. Et mon dossier contient exercice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'affichage récursif. Si on utilise l'option "-g", ls "-g", voilà, on affiche le groupe de propriétaires, c'est ça, user. Encore plus d'options pour ls. On trouve aussi ls-i. Avec -i, on affiche du inode, l'affichage du inode des fichiers listés. C'est-à-dire, regardez, ls-i, qu'est-ce qu'on affiche? Un code, juste à côté du nom de dossier. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le code de l'inode. Alors, l'inode en détail, vous allez l'avoir dans un cours de semestre 4, de cours de système d'exploitation 2.
Maintenant, vous gardez à l'esprit que l'inode signifie seulement un code pour un dossier ou bien pour un fichier. Par la suite, vous allez voir que c'est toute une structure. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste encore? Là, l'option "-d" pour l'affichage des noms des objets et non de leur contenu. Et pour "-f", l'affichage des objets avec un suffixe désignant le type d'objet. Et "-a", pour l'affichage des objets dont les noms commencent par point, qui sont des fichiers cachés. Donc c'est la fin de cette séance. On se verra, Inch'Allah, la séance prochaine pour un cours en ligne. D'accord? Et je vous remercie. Au revoir.